Bien. Moi, je ne vais pas vous parler prioritairement de la complexité des forêts, mais de l'ordre second de la complexité qui consiste pour le forestier à devoir articuler son intervention sur la complexité biologique et écologique des forêts avec le contexte social et culturel. Et je vais essayer de défendre l'hypothèse selon laquelle nous sommes en train de retrouver pas mal de choses qui ressemblent au contexte qui a vu la naissance de l'administration forestière entre 1150 et 1350, après 7 siècles où la simplification a été à l'ordre du jour, simplification des forêts, ça a été mentionné, mais également simplification du contexte d'intervention des forestiers. Le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est que on travaille dans un contexte qui est défini, structuré par une certaine manière de regarder la propriété forestière. Et au Moyen-Âge, entre 1150 et 1350, on n'avait pas du tout la conception actuelle du droit de propriété qui est issu depuis la Révolution et sous l'influence du droit romain. Dans la conception du droit de propriété de l'époque, il y avait une dissociation qui était assumée, considérée comme normale, entre la possession individuelle d'une chose, qui définissait la responsabilité de l'intervention originelle, principale, et une multiplicité d'usages de la forêt qui reflétait un certain consensus sur la manière dont la propriété, si elle était individuelle, devait néanmoins servir au bien commun. Bien évidemment, ça ne va pas de soi dans la majorité des cas, et ça suscitait un certain nombre de critiques, de tensions, de conflits. Une partie importante de ces droits d'usage avait une tradition immémorielle, et remontait à des temps anciens où la forêt était beaucoup plus étendue et la démographie beaucoup plus faible. Néanmoins, on se retrouve dans une situation où le boulot de l'administration forestière naissante, c'est de gérer la complexité des besoins différents, et notamment dans les propriétés royales, en respectant l'ensemble de ces droits. Et il est intéressant de noter que si les forestiers attaquent ou contestent un certain nombre de droits d'usage, eh bien, ils ne sont pas systématiquement soutenus par leur administration, voire par le roi ou ses conseils, puisqu'il y a une sorte de reconnaissance que la société, elle a besoin d'un certain nombre d'équilibres et que ces besoins sont importants à satisfaire. Il n'y a pas que les besoins prioritaires du propriétaire qui sont considérés comme importants. L'autre point sur lequel je voudrais insister, c'est que on a tendance, quand on parle de foresterie et de sylviculture, à se référer forcément à un modèle de référence tel qu'on l'imagine. Et aujourd'hui, on juge un certain nombre de choses de notre histoire forestière par rapport à la conception actuelle de à quoi une forêt doit ressembler. Or, il est important de souligner que à la suite d'un certain nombre de travaux d'écologistes du paysage, notamment en Angleterre, dans le sillage de Oliver Rackham, il y a une hypothèse qui est en train de se répandre depuis à peu près 20-25 ans, qui est de plus en plus reconnue, et au moins dans beaucoup de pays européens, selon lequel la forêt au Moyen Âge n'était pas une forme entre guillemets dégradée de ce que l'on imagine être une belle forêt, mais un autre type d'écosystème, extrêmement mouvant, façonné par les grands herbivores sauvages, domestiques, façonné également par un certain nombre d'incendies volontaires en vue de l'utilisation pour l'herbage, avec une composition diversifiée de zones herbues, de surfaces embroussaillées, de bosquets, avec présence des centres lyophiles aux frontières, un paysage qui est parfois qualifié de savane à l'africaine, en tout cas un paysage beaucoup plus varié, complexe et évolutif que ce à quoi les forestiers modernes sont habitués. Alors les conflits entre le roi et ses usagers, ils existent, mais
ni du côté donc du pouvoir royal, ni du côté des usagers, les forestiers ont vraiment les mains libres pour arriver donc à imaginer mettre en œuvre un programme de rationalisation de la gestion forestière, alors que c'est néanmoins le mandat initial, mandat qui a réussi puisque donc en 1204, donc les revenus donc forestiers font à peu près 6% du revenu de la couronne. Donc entre Louis IX donc et Philippe le Bel, donc eh bien il se situe donc entre 10 donc et 15%, donc quelque chose de tout à fait évolutif. On est même parfois monté donc jusqu'à 25% du revenu donc de la couronne. Hein. C'est néanmoins une période pendant laquelle donc on est en optimum climatique médiéval, une croissance démographique et économique très importante, et on a donc néanmoins cette prise de conscience que la ressource forestière donc est relativement limitée. Le contexte va aboutir donc aussi donc à façonner un certain nombre d'éléments structurants donc dans la pensée forestière, et notamment donc via l'utilisation des ordonnances prescriptives, c'est-à-dire que il y a une tendance lourde de l'administration forestière française à penser contrôler ou contourner la complexité donc par des textes juridiques donc censés être prescriptifs. On en connaît bien évidemment donc les limites, et également une approche qui est relativement centralisée dans la mesure où ce qui marche, ce qui est expérimenté sur le cœur du domaine forestier de la couronne, c'est-à-dire la Normandie, l'Île-de-France, le sud de la Picardie. Donc, à partir du moment où ça a été validé, il y a une tendance à vouloir donc l'appliquer largement donc en dehors. On va, pendant 7 siècles, donc essayer de simplifier un certain nombre de choses, et notamment le contexte donc l'intervention donc des forestiers. Un élément marquant va être donc avec la Révolution française et le Code napoléonien, donc le retour à une conception du droit de propriété assez proche donc de celle donc du droit donc romain, donc avec la toute-puissance donc du propriétaire et sa capacité à éliminer progressivement donc un certain nombre d'usages. Ça ne s'est pas fait donc en un claquement donc de doigts. Donc les forestiers donc domaniaux donc jusqu'en 1857 vont se battre pour arriver donc à éliminer donc les droits d'usage sur le bois donc des forêts domaniales. Donc néanmoins, donc dans le domaine du pâturage, c'est plutôt, j'allais dire, l'évolution agronomique habituelle, donc et la mise en valeur donc des herbages qui va résoudre gentiment donc le problème. Pendant toute cette période, l'attention va être focalisée donc sur l'amélioration des outils qui sont situés à l'interface entre la réglementation et la conduite des peuplements, avec donc le concept donc d'aménagement règlement, la formalisation des règles s'appliquant donc au taillis donc sous tutelle, et puis petit à petit un certain nombre d'apprentissages qui vont aboutir donc avec du fait-vent donc à la conduite des futaies de chêne par régénération donc naturelle. L'autre aspect que j'ai souligné, donc qui était donc cette tendance à extrapoler ce qui marche dans le cœur du domaine forestier royal, donc eh bien il va aussi se manifester donc de temps en temps. Donc il y a des conflits et des tensions quand le domaine royal s'étend. Et on a en mémoire donc les difficultés lors de l'annexion de la Franche-Comté, donc à faire rentrer dans le paysage donc les sylvicultures donc en futaies irrégulières. Comme on a également, donc, au moment de l'annexion de la Lorraine, donc des tensions et des conflits sur la conduite donc des taillis donc sous futaie. Néanmoins, on aboutit donc à un système qui est largement celui que l'on a actuellement donc de façon dominante, avec la conception qu'il est normal donc qu'une forêt soit traitée donc en futaie, donc essentiellement en futaie régulière, avec la lutte contre les vides en forêt. Donc au XIXe siècle, on constate encore entre 25 donc et parfois 35 ou 40% de vides dans les forêts domaniales. Ça va être une grande œuvre que de boucher ces vides, ce qui modifie très significativement l'aspect donc des forêts. La reconquête d'un certain nombre de landes, à la fois considérées comme dégradées non productives, mais également révélatrices de la dégradation d'une forêt donc antérieure, faisant apparaître une conception simplifiée d'une forêt, vidée de ses usagers, permettant aux forestiers de façonner à leur guise une nouvelle forêt,
répondant à ce qu'ils considèrent être donc l'intérêt général, dont ils s'estiment être à la fois les traducteurs, les prescripteurs et les garants. Avec beaucoup d'imagination, beaucoup d'innovation donc technique, une nouvelle sensibilité scientifique, d'ouverture au progrès donc sylvicole qui ont été faits en Allemagne et notamment sur la question de la mesure de ce qui est stratégique pour prendre donc des décisions. Et puis donc un nouveau paysage donc forestier qui correspond à ce à quoi donc nous considérons qu'une forêt doit répondre comme type de paysage, comme vision, et qui façonne encore beaucoup aujourd'hui ce qui est une belle forêt chez nos concitoyens. Eh bien, tout ceci donc aboutit dans les années 60. Donc, on a l'impression que la complexité est derrière nous. Les forestiers arrivent même donc à avoir les moyens de leurs ambitions grâce au Fonds forestier national et à la création de l'Office national des forêts et patatrac. Donc, néanmoins, c'est le moment où la complexité que l'on a évacuée dans ce contexte d'intervention des forestiers va revenir donc à grands pas. Premièrement, donc, on va se retrouver donc confronté à un certain nombre de groupes de citoyens réunis au départ, mais qui vont augmenter, qui revendiquent de facto, pas en droit, mais de facto une sorte de statut d'usager de la forêt et la reconnaissance d'un certain nombre de droits donc d'usage, et notamment donc dans les forêts donc domaniales. C'est nouveau dans la mesure où cela va revaloriser un certain nombre de choses qui étaient tombées donc un peu dans l'oubli ou qui étaient gérées donc suivant un mode donc qu'on peut appeler donc effet de sillage. Ce qui est bon pour la production de bois est nécessairement bon pour le reste. On va avoir donc des porte-paroles donc qui vont défendre donc d'autres visions. Et puis également le savoir scientifique qui avait été donc conçu, mis au point, élaboré, etc. Donc pour articuler le savoir-faire donc et les fondements théoriques dans une amélioration qui va donc dans les deux sens, dans un dialogue. Eh bien donc on constate qu'il n'y a plus de monopole donc du savoir, il y a des contestations et néanmoins donc on se retrouve dans une situation qui est un peu particulière pour les débats, c'est qu'il y a une énorme place pour les débats théoriques. Mais finalement, donc, ce sont encore les forestiers qui détiennent le savoir-faire donc sur le terrain et donc la capacité à valider ces théories. Donc, il y a beaucoup de théories qui circulent sans qu'il y ait possibilité d'arbitrer, de les assumer, et ça va être une des caractéristiques du paysage. Au niveau juridique, tout change également avec l'émergence du droit de l'environnement, qui va se structurer au moins en partie comme régissant des droits d'usage. Donc, voir comme la formalisation d'un droit d'usage de la nature après procédure donc publique, et donc un droit de l'environnement qui est tout aussi réglementariste que le droit forestier, qui est comme lui adossé à une vision donc du bien commun, donc et adossé donc à la conception de ceux qui doivent le porter donc au quotidien. Un droit foncier qui évolue, qui continue à déplacer le rapport entre le propriétaire et l'État garant du bien commun, donc selon des procédures qui ont fait leur preuve en milieu urbain, mais pas nécessairement donc en monde rural. Il y a toute une série de questions intéressantes donc sur cette généralisation, mais en tout cas donc le droit de propriété à la romaine issu donc du XIXe siècle se déplace, et enfin un droit européen qui est en cours de construction, qui n'appartient pas complètement donc à la logique avec laquelle donc nous sommes familiers, qui se rapproche du point de vue de sa logique davantage des pays, de celui des pays de la common law, c'est-à-dire donc avec des textes relativement concis au moment de la négociation, mais un certain nombre de termes centraux cruciaux, donc qui sont dans le texte, mais qui ne seront explicités qu'a posteriori, ceci faisant donc un paysage extrêmement compliqué à maîtriser donc pour les négociateurs. Ce qui semble donc apparaître au grand jour, c'est que pour la société, la forêt c'est sympathique, le bois c'est sympathique, et au milieu la sylviculture et les coupes c'est pas sympathique donc du tout.
Et généralement, donc, les forestiers ont tendance à répondre que ce n'est qu'une question de manque de connaissances et que une bonne communication doit pouvoir y répondre. C'est à mon avis sous-estimer complètement la question de la valeur, des valeurs qui reviennent à l'intérieur du paysage. Ce qui en forêt avait perdu de la valeur reprend de la valeur, de la visibilité, et avec des porte-paroles qui s'estiment investis donc pour le défendre, capables d'aller au contentieux. Et encore plus compliqué, ce ne sont pas seulement des objets qui ont de la valeur, mais également des processus, donc des fonctions écologiques qui ont de la valeur, ce qui est encore beaucoup plus compliqué donc à défendre et à structurer dans le paysage. Et puis, à côté de ces valeurs, de façon cachée, on s'aperçoit que les débats et les conflits forestiers s'articulent sur toute une série de valeurs cachées qui sont généralement peu explicitées dans les débats, mais quand on fouille, donc on les retrouve, et cela fait une bonne partie des difficultés à se mettre d'accord sur des interventions sylvicoles, puisque derrière ce que les forestiers identifient comme des opérations techniques, en réalité, un certain nombre de porte-paroles de l'opinion publique identifient des conflits de valeurs, des effets destructeurs donc utilisés donc par les forestiers. Et ceci est vrai donc dans toute une série de débats techniques, mais y compris dans des débats scientifiques. Donc il y a ces valeurs qui reviennent donc par la porte, qui s'engouffrent dans des fractures, donc des interstices. Par exemple, donc regardez donc la manière dont les valeurs se glissent à l'insu même des débatteurs entre les visions systémiques ou stochastiques de la complexité. Donc, eh bien, donc il y a des choses que aucun scientifique qui utilise ce vocabulaire n'en est parfaitement. Donc, je crois que je suis en train donc d'arriver donc largement à la fin ou peut-être même donc ai-je dépassé. Donc je voudrais terminer donc en disant donc que on a un certain nombre d'objets donc qui sont particulièrement compliqués et qui sont révélateurs de toutes ces difficultés donc tension, complexité des valeurs. Je parle d'une part du paysage. Donc, à la fois à l'échelle donc du grand paysage et des mosaïques, mais également intra-forestier, donc avec les débats donc sur la fuite régulière. Il suffit pas de parler de régénération naturelle parce qu'au niveau du paysage, ça aboutit exactement donc à ce qui est perçu de la même façon. Donc, il y a une atteinte. Que les questions liées donc à la place donc des herbivores en forêt, donc eh ben, les forestiers donc se débattent donc mais c'est comme le sparadrap donc du cabinet d'Haddock, donc ça revient donc inlassablement donc et c'est de nature à refaçonner donc des paysages qui évoqueraient un peu ceux que j'ai mentionnés donc dans les années 1150 donc 1350. Et ça, c'est une véritable révolution, et pour le monde forestier, c'est une véritable agression de leur conception donc de la forêt. Et puis, donc le dernier point, eh ben, c'est qu'avec le changement climatique, on se retrouve confronté donc avec des débats sur des questions techniques qui n'ont pas seulement des aspects de valeur, mais également de méthodologie. Et je renvoie donc aux travaux de deux scientifiques, donc sociologues, donc Edgar Morin, et je, en tant que ayant mis la main à la pâte pour créer le département de la santé des forêts, je rends hommage à tout ce que sa pensée donne comme capacité donc d'action et de raisonnement, mais également Ulrich Beck, donc un sociologue donc allemand spécialiste de la société du risque, qui met en garde contre les simplifications que l'on peut avoir à l'intérieur des raisonnements. Ceci nous renvoie en écho avec un certain nombre de commentaires qui ont été largement vulgarisés donc dans un livre qui s'appelle Effondrement de Jared Diamond donc il y a quelques années, donc qui montrait comment on peut se tromper en croyant être parfaitement rationnel donc et logique à l'intérieur donc des décisions que l'on prend. Merci.